Donc, le bain collectif est un dénominateur commun aux différentes sociétés qui se sont succédées en Orient de l'Antiquité à nos jours. Thermes et hammams sont omniprésents dans le paysage. Peut-on cerner l'origine de cette pratique sociale? Comment expliquer qu'elle soit implantée et développée, maintenue, depuis l'arrivée des Grecs, l'installation de l'Empire romain, jusqu'à la conquête arabe au 7e siècle, puis la conquête ottomane au 16e siècle? Peut-on en faire l'histoire? En suivre les évolutions sur la longue durée? Au vu de la diversité des sociétés qui se sont succédées, peut-on trouver des filiations et des éléments de continuité? Étrangement, alors que la documentation est surabondante, ce type d'enquête n'avait jamais été mené auparavant. Tels furent les objectifs d'un programme mené de 2006 à 2010 dans le cadre d'un programme de l'Agence nationale de la recherche qui a donné lieu à plusieurs publications, dont en 2014 un bilan en 4 tomes, voici, élaboré par une centaine de contributeurs internationaux. En raison de ses buts, le programme était pluridisciplinaire. Il associait architectes, archéologues, historiens, sociologues, anthropologues et regroupait un nombre important d'institutions. Outre l'Institut français du Proche-Orient, l'Institut d'archéologie orientale du Caire, il collaborait avec les diverses universités et directions des antiquités des pays concernés. En premier lieu, la Direction générale des musées des antiquités de Syrie, celle de Jordanie et de Liban, et l'Organisation des antiquités d'Égypte. Le temps long de l'Antiquité à nos jours était nécessaire pour cerner les mutations. Un cadre géographique large était utile pour repenser les liens, souvent supposés par les historiens, entre identité culturelle et région. L'enquête a donc été menée sur le bassin oriental de la Méditerranée, depuis l'Égypte, diapositive, jusqu'à la péninsule arabique, avec des échappées vers le bassin occidental de la Méditerranée et beaucoup plus à l'est, vers l'Iran. Une place importante a ainsi été accordée à des enquêtes de terrain en amont des travaux d'inventaire. Ces enquêtes ont constitué en enquêtes auprès des usagers, ainsi à Damas, ou encore à Alep, ou à Sanaa, ou en Égypte, en recherche sur les industries liées au bain, et en particulier les savonneries, en fouilles archéologiques, dont vous avez ici un exemple en Syrie côtière, ou encore en prospection et relevé à l'échelle des villes, Damas ou encore Sanaa. Ces investigations ont été associées à l'examen ou à la reprise de l'étude architecturale de bâtiments qui étaient parfois anciennement publiés, ainsi près de Palmyre, et à l'issue de l'enquête, le corpus est passé d'une centaine à 504 établissements répertoriés. Une partie importante des enquêtes de terrain a été consacrée au dépouillement d'archives de l'Égypte jusqu'au Bilad el-Cham. Plus de 800 papyrus, vous en avez ici quelques exemples, 1000 actes juridiques d'époque ottomane ont été inventoriés et en partie exploités. Ces textes, en effet, éclairent sur le comportement souvent ludique, parfois répréhensible, des sociétés au bain, et ils regorgent d'anecdotes sur des vols, bagarres, maltraitances d'usagers, si ce n'est encore quelques assassinats ciblés. Mais ces textes s'attardent aussi sur la gestion et l'aspect économique du système des bains, sur les produits des bains ou encore sur leurs utilisations hygiéniques. Et donc, ils sont un complément nécessaire au témoignage des bains, enfin des textes normatifs et des corpus littéraires de l'Antiquité tardive à l'époque arabe, dans lequel prime l'aspect social et idéologique des bains. Le recensement des sources, l'enquête de terrain sur les bâtiments et les pratiques, l'analyse des représentations que l'on se fait du corps dans les diverses sociétés, vous en avez ici 3 exemples, ont été présentés dans l'ouvrage Balanéa. L'exposé qui va suivre a sélectionné quelques points cruciaux dans l'histoire et l'évolution du bain collectif. Une première partie évoquera l'évolution des modèles sur le plan architectural. En première partie, Bérengère Rodon
montrera comment le bain collectif est une pratique importée en Orient par les Grecs. Ensuite, Thibaut Fournet, architecte, expliquera comment les évolutions techniques n'ont pas de lien avec les aléas de l'histoire politique à la fin de l'Antiquité. Enfin, Sylvie Denoy analysera l'évolution du hammam en fonction de modèles régionaux. Dans un deuxième temps seront évoqués deux des thèmes traités dans l'ouvrage Balanéa, la place du bain dans la ville et la question du licite et de l'illicite, la virulence et la constance des attaques faites par les pères de l'Église et des docteurs de la loi sont un hommage involontaire au succès du bain collectif. Le bain public, ou plutôt le bain collectif, dans lequel on se baigne en commun, dans la même pièce, voire dans la même eau, apparaît en Grèce à l'époque classique. Auparavant, et dans les autres grandes civilisations orientales de Méditerranée, le bain collectif n'existe pas. En Égypte, comme l'a montré Haute-Graser dans les Actes d'Alexandrie, le bain relève de la sphère du privé et de l'intime. On se lavait seul dans des pièces cachées des regards extérieurs, ainsi qu'on le voit ici dans le palais de Médinet Abou, près de Luxor. Dans la culture mésopotamienne, quelques rares salles de bain pourvues de baignoires ont été mises au jour, mais toujours ou presque dans le cadre de palais, comme ici le palais de Marie sur le Moyen-Euphrate. Mais c'est à Olympie, puis à Athènes, que pour la première fois au 5e siècle avant Jésus-Christ apparaissent des bains collectifs. Ils suivent un modèle qui va évoluer, nous le verrons, jusqu'au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, mais en conservant une organisation mise en place dès le départ. Le bain grec est un bain simple comparé aux édifices balnéaires romains et au hammam, qui comprend toujours ou presque deux espaces dédiés aux deux types de bains pratiqués dans ces édifices, des cuves plates pour le bain d'hygiène et des baignoires profondes pour le bain d'immersion. Les cuves, que l'on appelle traditionnellement des cuves plates, sont des cuves surbaissées de forme oblongue avec un dossier, un siège à l'arrière et à l'avant une cupule qui permettait la vidange. La toilette se faisait par aspersion, le baigneur ou une tierce personne versant de l'eau sur le client en position assise, système que l'on peut comparer à celui du tub anglais du XIXe siècle. Ces cuves plates sont attestées dès le 7e siècle avant Jésus-Christ pour équiper des salles de bain de l'élite. À l'époque classique, au 5e siècle donc, elles sont regroupées dans une salle de bain commune de forme circulaire, les cuves s'alignant le long de la paroi de cette salle appelée dans les sources tolos ou rotonde. Les toloi pouvaient être dédoublés dans les établissements, peut-être pour favoriser la partition homme-femme que l'on retrouve par ailleurs dans la documentation papyrologique. Cette partie dédiée à la toilette était accompagnée d'un espace réservé à la détente qui comportait le plus souvent des baignoires profondes alimentées en eau chaude. On le voit sur les plans qui suivent, par exemple dans l'exemple de Bouteau Est en haut à gauche. Ah oui, je vois. Ou dans des piscines collectives, ainsi dans l'exemple qui est juste à droite, Morgantina. Ce modèle du bain grec va se diffuser en Méditerranée, tout d'abord en Sicile et en Italie du Sud, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, puis à la suite des conquêtes d'Alexandre, dans toute la Méditerranée, voire même plus loin, aux franges du monde hellénisé. On a trouvé ainsi récemment un magnifique exemple de bain grec sur le parvis du grand temple d'Amon de Karnak, en Haute-Égypte, qui a été publié et étudié dans le cadre du programme Balnéorient. La diffusion se fait toutefois de manière assez différenciée, comme on le voit sur cette carte. Alors que le bain grec connaît un succès incroyable en Égypte, il se diffuse apparemment très peu en Turquie actuelle, ainsi qu'au Proche-Orient, où pourtant la culture grecque est bien implantée. Par ailleurs, au fil des rencontres avec les populations locales et des progrès techniques, différents modèles voient le jour. Voici 4 bains publiés dans les Actes de Damas, au Pirée, donc en Grèce, à Amathonte, c'est-à-dire à Chypre, Morgantina qui se trouve en Sicile et Bouteau en Égypte. Au-delà de l'homogénéité du modèle, on voit que la partition bain d'hygiène, bain de détente est maintenue. Des différences locales apparaissent. Ainsi, l'Égypte et Chypre, par exemple, refusent absolument d'adopter la pratique du bain d'immersion collectif dans des piscines, qui sont au contraire l'une des caractéristiques des bains de Sicile et d'Italie du Sud. C'est également sur le plan du chauffage que des différences existent, car les bains grecs étaient chauffés, et des systèmes de chauffage sont attestés à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les systèmes de chauffage eux-mêmes sont très variés, allant du brasero le plus simple jusqu'à des systèmes sophistiqués.
En Sicile et en Italie du Sud, on note la présence de canaux de chauffe sous des pièces ou des baignoires. En Égypte, nos travaux récents ont montré également l'existence d'un système innovant et performant, attesté dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. L'aboutissement est matérialisé à Taposiris Magna, dont on voit ici l'extérieur, un bain grec que nous avons fouillé dans le cadre du programme Balnéorient, des bains troglodytes, c'est-à-dire en partie creusés dans le rocher, d'où une conservation exceptionnelle. En 2009, nous y avons mis au jour le four principal du bain, qui servait sans doute à chauffer l'eau d'une chaudière située au-dessus, mais aussi à réchauffer la salle à baignoire voisine au moyen d'un véritable radiateur. Vous voyez ici une paroi creuse dans laquelle circulait l'air chaud. Le modèle du bain grec perdure en Égypte jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Ailleurs, il est abandonné et progressivement remplacé par le modèle romain des thermes. Ça marche là? Oui, pardon, excusez-moi. Donc je prends le relais effectivement pour le passage au bain romain. Ces évolutions techniques et cette sophistication des modèles grecs d'Égypte ont leur pendant en Italie du Sud et en Sicile, où les systèmes technologiques de chauffage vont se développer et aboutir à ce qui va donner le bain romain. Et ce bain romain, porté par la puissance politique de l'Empire romain, va se répandre dans tout le reste du bassin méditerranéen, et en particulier en Orient. Et donc voilà, ici les bains siciliens à gauche. Et cette évolution technique touche principalement le chauffage, avec ici ce dispositif des hypocaustes que vous devez sans doute connaître, qu'on retrouve dans les bains d'époque romaine de l'ensemble de l'Empire, à savoir un sol suspendu, une suspensura, un sol porté par des petites pilettes, des petites colonnes de briques ou parfois de pierre, un foyer dont l'évacuation se fait par ce sol, et des parois creuses sur les murs, ce qui fait que le chauffage est actif aussi bien par le sol que par les parois. Donc ce dispositif, on voit qu'il a les mêmes origines que les modèles égyptiens qu'on a vus à l'instant. Il va se standardiser à l'époque romaine et arriver en Orient. Et peu à peu, les édifices de type grec, quand ils existaient, par exemple en Égypte, ou le Proche-Orient, où on n'avait pas encore cette tradition du bain, vont se retrouver remplis d'édifices extrêmement sophistiqués. Ici, un exemple qu'on a pu étudier à Bosra, en Syrie du Sud, où on voit que ces édifices sont de véritables machines. Et c'est ce qui en fait tout l'intérêt pour un architecte, c'est que ces monuments ne sont pas que des volumes, ils sont également des éléments très techniques avec des systèmes de chauffage, de circulation donc d'air chaud, des foyers, mais également des circulations d'eau, des éléments de vitrage, des couvertures extrêmement vastes. Et tout le génie de l'architecture romaine va s'y retrouver et permettre, grâce à ces hypocaustes qui chauffent de manière très efficace des surfaces extrêmement vastes, mais également des systèmes de vitrage, des systèmes de voûtes concrètes, l'ancêtre du béton, vont permettre au Proche-Orient et à l'ensemble de l'Empire romain de se couvrir d'édifices de plus en plus somptueux. Ces édifices, d'ailleurs, vont faire un petit peu d'ombre à tout ce qui avait existé au préalable, ce qui fait que les bains grecs qu'on vient de voir ont quasiment disparu sous la grande visibilité et le côté très impressionnant de ces édifices d'époque romaine. Alors ici, une autre restitution toujours de ces termes du centre à Bosra, où on voit que ces bâtiments prennent des proportions inédites. Mais ils vont commencer tout petits, ici à Macéronte par exemple, au tournant de notre ère, avec toutes les constructions d'époque hérodienne, le bain va donc s'installer au Proche-Orient. Je vous remets la carte qu'on a vue tout à l'heure avec Marie-Françoise, où on voit qu'on ne connaissait dans les synthèses existantes sur l'histoire du bain que relativement peu d'édifices au Proche-Orient. C'était un biais archéologique évidemment, puisque à la suite de nos inventaires et de nos travaux de recherche, on voit que le Proche-Orient, comme toutes les autres régions de l'Empire, sont couverts de bains, édifices monumentaux donc. Ici par exemple, toujours Bosra, le centre-ville, avec des édifices qui occupent des îlots entiers. Bérengère nous reparlera de l'importance dans le tissu urbain de ces bâtiments. Ici, une planche typologique avec ces édifices gigantesques du Proche-Orient, d'Alexandrie, d'Asie mineure, du Liban, etc. Donc on voit des bâtiments qui occupent plusieurs milliers de mètres carrés, parfois jusqu'à 10 000 mètres carrés, donc vraiment des monstres architecturaux qui en plus sont ces machines extrêmement sophistiquées. Quelques exemples, ici à Deraa, en Syrie du Sud,
à Philippopolis, ville de naissance de l'empereur Philippe l'Arabe, qui pareil va se doter d'un édifice extrêmement monumental, démesuré même par rapport à la ville. Voici son plan. C'est ce qu'on appelle le plan impérial. C'est un plan symétrique, monumental, avec 2 parcours dédoublés, des salles froides, des salles chaudes, retour par un axe central, enfin quelque chose de vraiment très très monumental. Un autre exemple, toujours aux marges de l'Empire, là on est vraiment tout au bout de l'Empire, à Karnak. La photo que nous a montrée Bérengère nous montrait les bains grecs qui sont juste devant les premiers pylônes ici. Là on est à peine un petit peu plus au nord, une centaine de mètres plus au nord, où nos collègues égyptiens ont découvert un édifice d'époque romaine qui suit le modèle impérial et auquel ils nous ont conviés pour que justement on puisse mener l'étude architecturale de ce bâtiment. Qui nous a permis, en étudiant en détail les vestiges qui sont très bien conservés, de reconstituer, alors il y a 2 diapos qui ont sauté, je les passe donc, voilà, de reconstituer un bâtiment là aussi extrêmement sophistiqué et qui permet de voir que jusqu'en Haute-Égypte, où le climat n'est pas spécialement rude, bien au contraire, il fait extrêmement chaud, on voit que les dispositifs techniques de chauffage sont exactement les mêmes que ceux qu'on va avoir en Gaule, en Rhénanie ou ailleurs, et on voit vraiment qu'il y a une sorte d'uniformité des dispositifs de chauffage, des dispositifs techniques, et donc de là, des pratiques. On a vraiment une pratique romaine qui se diffuse dans tout l'Empire, y compris vraiment dans ses limites les plus extrêmes. Ces bâtiments, cependant, ne forment qu'une parenthèse dans le corpus balnéaire tel qu'on l'a étudié sur plus de 2000 ans, où on voit qu'à l'époque grecque, comme à l'époque médiévale, les bains sont plus petits que ces édifices monumentaux d'époque impériale. C'est exactement pareil à l'époque romaine. Ces édifices monumentaux de centre-ville ne sont que la partie la plus visible d'un paysage balnéaire, d'un corpus balnéaire qui est beaucoup plus large et qui est constitué majoritairement, merci Marie-Françoise, d'édifices beaucoup plus modestes et parfois extrêmement bien conservés. Ici, en Syrie du Sud, toujours à Sleim, dans la région de Souaïda, un édifice qui est intact. Alors c'est exceptionnel pour des chercheurs comme nous d'arriver sur des édifices qui sont intacts, complètement inédits, où il n'y a plus qu'à pousser la porte pour voir comment déconstituer ces bains. Donc ici, cette façade principale de l'édifice, un dessin où on voit en blanc les parties antiques et en grisé les parties modernes qui sont 19e, 20e siècle. Ces bains, qui étaient intacts au 18e siècle, ont été réinvestis par une famille druze de la région de Souaïda qui en a conservé les vestiges. Et à l'intérieur, exactement pareil, on peut très facilement dissocier les parties antiques des parties modernes et reconstituer tout le fonctionnement de cet édifice, qui est beaucoup plus modeste que donc ces grandes machines thermales, et qui permet de voir exactement le fonctionnement des bains d'époque romaine, avec toute cette transition de salles de plus en plus chaudes jusqu'à un caldarium, puis retour vers une salle froide frigidarium, toute cette pratique du bain romain qui se diffuse à l'époque. Quelques vues intérieures, ici la salle froide, la salle chaude, donc il suffit de descendre le sol de 2,50 m, d'enlever les banquettes et les coussins, de restituer une voûte là où les arcs ont été mis. On a vraiment le caldarium d'époque romaine qui est intact. Un autre exemple ici, tout aussi bien conservé, en particulier dans ces dispositifs techniques qui permettent de restituer ce dispositif de chauffage dont je vous parlais, avec ce chauffage donc par le sol, par les parois, et également dans ce cas-ci, un système de chaudière qui permettait donc de chauffer de l'eau qui alimentait ensuite des bassins qui agrémentaient les salles chaudes et les salles froides. Bon, chauffé pour les salles chaudes, bien sûr. C'est ces bassins d'eau chaude associés au chauffage par le sol qui font que naturellement de la vapeur va se produire, va apparaître dans ces pièces-là. Et donc on a des pièces qui permettent le nettoyage par friction, bien sûr, mais aussi par transpiration, l'équivalent de notre sauna. Ces édifices, les petits édifices, de par leur taille et de par aussi leur fragilité, quelque part, tous ces dispositifs techniques sont extrêmement fragiles. On peut imaginer, et on le voit sur les hammams actuels, que toutes ces installations de chauffage construites en briques, soumises à d'énormes chaleurs, soumises à de l'eau, etc., étaient fragilisées très rapidement et étaient reconstruites de manière systématique. On peut imaginer à chaque génération, ou même plus fréquemment. C'est ce qui fait que dans ces petits édifices, très rapidement, on reconstruit les dispositifs, les équipements, et donc on peut faire évoluer ces équipements aux pratiques. Et l'étude archéologique et architecturale de ces vestiges permet de suivre, avec l'évolution des
des installations, l'évolution des pratiques. Alors, ce qu'on observe au Proche-Orient à la fin de l'époque romaine et pendant toute l'époque byzantine, c'est une tendance qu'on retrouve de l'Égypte jusqu'au Proche-Orient, d'une part à la réduction de la taille des baignoires, et d'autre part, peu à peu, à l'apparition de la vapeur, de la production de vapeur dans les édifices. Ici, un édifice du Fayoum, en Égypte, extrêmement bien conservé, qui permet, par l'étude de sa chaufferie en particulier ici, de comprendre que les cuves maçonnées dans lesquelles était chauffée l'eau communiquaient directement par un petit orifice qui est préservé, de communiquer directement avec la salle chaude principale et d'amener donc de la vapeur d'eau directement dans la salle, de la vapeur d'eau qui était presque pulsée. Ça veut dire qu'on avait effectivement un chauffage par le sol, mais également un chauffage par production de vapeur dans la pièce. L'autre tendance qu'on voit à l'époque byzantine, donc ici avec les bains de Maréa, dans le nord de l'Égypte, c'est donc la multiplication de ces bassins qui vont devenir de petites baignoires individuelles. Et là, c'est une évolution qui est très nette, aussi bien au Proche-Orient qu'en Égypte. Les grandes piscines, dans lesquelles on se baignait à plusieurs dans la même eau, peu à peu vont se transformer en bassins de plus en plus petits, puis en baignoires individuelles, baignoires sabots parfois, dans lesquelles on est assis et immergé, ou parfois petites baignoires individuelles, comme les bains de Karanis juste avant. Cette tendance-là est très claire, et il y ait cette autre tendance qui est la diminution de la taille des salles chaudes, qui vont devenir de plus en plus petites. Et ces deux évolutions, taille des bassins, taille des pièces chaudes, sont à mettre en rapport direct avec cette idée de production de vapeur. La vapeur qui n'est plus produite par ces grandes piscines chaudes, on va y trouver une autre solution et la produire directement et l'envoyer dans les salles. Et pour que cette densité de vapeur soit conséquente et qu'on puisse vraiment avoir un bain de vapeur, on va réduire la taille des pièces, qui sont des pièces voûtées, toutes petites, et qui donc vont se réduire. Et on s'éloigne là de plus en plus, à la fin de l'Antiquité, des modèles d'époque romaine. Alors ici, une planche typologique, on ne va pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps du tout, où on voit l'évolution par les petits bains, parce que c'est là que c'est le plus visible, depuis les modèles romains les plus classiques, qui sont directement importés d'Occident, l'évolution et l'orientalisation de ces édifices, jusqu'à arriver à un modèle tardo-romain, byzantin, qui recouvre tout le Proche-Orient, jusque dans les campagnes. Et justement, c'est grâce à l'étude d'un de ces édifices dans un petit village des campagnes de Syrie du Nord que notre collègue Gérard Charpentier a pu mettre en évidence dans un même édifice, les bains d'El Bara, l'évolution concrète et conservée dans la pierre d'un système de chauffage romain à un système de chauffage qui est déjà celui du hammam, puisqu'il apparaît à l'époque omeyyade abbasside. Donc ici, avec quelques couleurs, on restitue ce système de chauffage romain, une salle de service, une chaudière, deux salles chaudes chauffées par hypocauste. On peut restituer un bassin d'immersion collectif. Et suite à ça, rénovation des parties techniques, le bâtiment va se transformer en véritable hammam, ou en tout cas dans un dispositif technique qui va être celui qu'on retrouve après à l'époque médiévale au Proche-Orient, avec donc un système de foyer, d'une cuve maçonnée dans laquelle était produite de la vapeur qui, grâce à une ouverture, donnait directement sur la pièce. Et au Proche-Orient, on va retrouver plusieurs édifices d'époque omeyyade. Donc ici, on revoit ce système foyer, eau chauffée ici, production de vapeur. Et à droite, un autre exemple du 9e, 10e siècle, où on voit qu'on a exactement le même système, d'une technique de chauffage qui est mixte et qui va profiter des connaissances et des traditions romaines antiques pour ce qui est du chauffage du sol par hypocauste, et d'une innovation qui est cette production de vapeur. Et la vapeur devient partie intégrante de la manière de chauffer l'édifice. Et donc ici un petit schéma qui résume ce passage de ce qui fait en fait le propre du bain romain ici, avec en bas ce qui va faire le propre du hammam. Et cette transition s'observe donc au Proche-Orient dès l'époque byzantine et de manière extrêmement continue. Sur cette diapo, on voit sur le site d'Andarin, dans la steppe syrienne, une grande cité dans laquelle ont été fouillés plusieurs édifices thermaux, et en l'occurrence un édifice d'époque byzantine qui est détruit par un séisme et qui va être reconstruit quelques dizaines de mètres plus au sud à l'époque omeyyade. Donc on est déjà après la conquête, et selon un plan extrêmement similaire.
Donc on voit que ce qui a pu être longtemps être perçu comme une rupture au Proche-Orient entre tradition antique du bain et tradition arabe du hammam, on voit que dès l'époque byzantine, ces mutations existent et que la chose se fait en continuité et presque en superposition. Je vais passer la parole à Sylvie qui va nous parler de ça du point de vue justement arabe. Thibaut Fournet vous a montré la transition de l'époque byzantine à l'époque arabe. Si tu ne marches pas sur le micro, merci. Et donc, surtout en Syrie. Et quoi qu'il en soit, pour l'époque arabe, les vestiges matériels sont beaucoup moins nombreux, surtout pour les débuts, que pour les époques antiques. Et donc, nous avons dû nous pencher sur les textes et sur l'histoire des textes, donc faire travail d'historien, pour savoir comment s'était passée cette transition des bains antiques au hammam. Alors, vous savez que évidemment, les musulmans sont arrivés d'Arabie au milieu du 7e siècle en Syrie et en Égypte. Et ils sont arrivés sans, dans leur culture matérielle, cet élément qui est le bain collectif. Donc, le bain collectif n'existe pas en Arabie au 7e siècle. Et ils arrivent dans des pays où ils le découvrent, où ils le connaissaient peut-être déjà d'ailleurs. Et vous savez aussi, évidemment, qu'une des prescriptions pour les musulmans, c'est de faire des ablutions avant la prière. Pour cette raison, et parce qu'aller au bain, c'est un délice, la découverte de bains dans les pays conquis allait amener au fait que les musulmans ont immédiatement adopté cet élément architectural, au point qu'ils en ont tout de suite construit, immédiatement, et à leur manière, dans leur fondation urbaine. Alors, on n'a pas forcément beaucoup de traces, mais on a des traces dans les textes. Alors, on a par exemple des hadiths. Alors, les hadiths sont des textes qui rendent compte de la vie du prophète, donc n'ont pas forcément été écrits tout à fait au moment de la vie du prophète, mais qui rendent compte un petit peu après de la représentation qu'on s'est fait de la vie du prophète. Alors, dans un hadith, le voyage nocturne du prophète est raconté, le Isra, et le prophète est allé sur le dos d'un animal mythique de la Mecque à Jérusalem, et il a fait une ascension dans les cieux en compagnie de l'ange Gabriel. C'est le Mi'raj. Alors l'envoyé de Dieu rencontra Moïse et Jésus. Et dans le Mousnad, un recueil de hadiths d'Ibn Hadbal, donc un recueil de hadiths du 9e siècle, on lit « L'envoyé de Dieu, la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui, dit « Lorsque je fis mon voyage nocturne, j'y rencontrai Moïse et je rencontrai Jésus, sur lui le salut. Il dit « Au quart rouge, comme s'il sortait du Dimas, ce qui signifie le hammam. Rabatun ahmar, ka'annahu akhraja min dimas ya'ni hammam. » Ce recueil de textes nous montre que les musulmans connaissaient le bain, qu'ils désignaient sous un terme arabe, dimas, qui veut dire plus ou moins la rotonde ou le tunnel, un terme oublié à la fin du 8e siècle, au point qu'il a fallu le traduire au lectorat, en précisant qu'il s'agissait d'un hammam. Alors, si les Arabes connaissaient le bain, il n'y en avait pas donc en Arabie à l'époque du prophète, et l'idée qu'en en sortant on était au quart rouge laisse penser que la représentation que les auteurs se faisaient du bain n'était pas vraiment positive. Néanmoins, dès leur première fondation urbaine en Égypte, à Fustat, les Arabes ont construit des bains. Alors, il convient de se demander selon quel modèle. Ils ont vu les bains byzantins d'Alexandrie pendant le siège qu'ils firent de cette ville. Donc, ils ont commencé par arriver en Égypte, et puis par d'abord faire le siège d'un petit bastion à l'apex du delta du Nil. Et ensuite, ils sont allés à Alexandrie en 641-42, et ils ont conquis cette ville. Alors, on sait que le chef des armées musulmanes, Amr ben el-As, s'est lui-même trouvé enfermé dans un bain lors d'une bataille au moment d'un siège. Donc, Amr ben el-As et des compagnons étaient entrés dans Alexandrie, puisque le siège a duré 9 mois. Donc, il y avait des incursions, on campait, et puis de temps en temps, ils entraient dans la ville discrètement. Et puis, ils se font prendre et ils se réfugient dans un bain. Donc, les chroniques rendent compte de cette aventure. Et pour que le chef ne se fasse pas prendre, c'est son lieutenant qui va guerroyer. Donc, on décide d'un combat singulier. Et puis, selon l'issue de combat, on libérera les Arabes qui sont entrés dans Alexandrie. Donc, Amr, le chef, reste dans le bain pour ne pas se faire zigouiller si le combat tourne mal. Et donc, les sources nous rendent compte du fait que Amr a pu rester pendant 1 heure, le combat dure 1 heure, et a pu se rendre compte de ce que c'était qu'un bain.
Et peut-être que ça l'a impressionné et que ça lui a donné l'idée de construire des bains dans sa ville, Fustat, qu'il allait construire après. Parce que la question s'est posée de savoir si Alexandrie, la belle ville antique qu'il découvrait, allait être la capitale du monde de l'Égypte musulmane qui venait d'être conquise. Donc Amr, le capitaine, écrit au calife en lui disant « On a trouvé une super ville, ça pourrait être notre capitale ». Donc il l'écrit dans ces termes « Il y a 4000 jardins avec 4000 bains et 40 000 juifs s'acquittant d'une capitation et 400 000 lieux de divertissement pour les rois. » Alors ces chiffres sont évidemment exagérés. Ils n'en disent pas moins l'importance des bains dans la ville et l'impression que cette ville, Alexandrie, a faite sur les conquérants arabes. Mais le calife Omar ben al-Khattab, qui était resté à Médine, n'autorisa pas les musulmans à prendre Alexandrie pour capitale. Il préférait que les musulmans soient plus près de lui, qu'il n'y ait pas le Nil et cette grande étendue d'eau entre lui et eux. Donc la capitale va être fondée pratiquement ex nihilo à l'apex du delta, et ce sera Fustat. Alors on a quelques textes qui nous décrivent comment les premiers hammams ont été édifiés sur les premières concessions. Et Amr ben al-As, le capitaine, a eu un bain tout de suite sur sa concession. Et les auteurs nous disent que ce fut le premier bain qui fut construit dans l'islam. On a donc l'attestation qu'au moment du premier établissement des Arabes en Égypte, au milieu du 7e siècle, un bain fut construit sur la concession du chef. Alors, le bain était... Quelle forme avait-il? Évidemment, pas la forme des grands bains romains, des grands établissements romains qu'a décrit Thibaut Fournier. Et il était même un peu petit, il était même tellement petit qu'il a été nommé le petit bain du rat, Hammam el-Far al-Surra. Et donc, Ibn Abd al-Hakam, un des auteurs du 9e siècle, écrit « On dit qu'on l'appelait le hammam du rat, car les hammams des Byzantins étaient de grandes rotondes, dimasat kibar, on retrouve le mot dimas, et lorsqu'on eut construit ce hammam, et qu'ils virent sa petitesse, ceux qui entrèrent dirent « Oh, mais c'est le hammam du rat !» Donc on voit qu'on construit très très vite des bains, mais pas du tout dans la même forme, en tout cas selon les attestations textuelles qu'on peut en avoir. Alors, si on a des attestations de construction du bain par les Arabes dès leur première installation, il est assez difficile d'en connaître l'architecture, car pour le moment, aucun bain construit à cette époque n'a été mis au jour. Alors, si l'Égypte a donné peu de vestiges de hammam pour cette époque, en revanche, il y a un corpus archéologique qui témoigne du passage de l'époque byzantine à l'époque arabe en Syrie. Thibaut Fournier vous en a donné un exemple. Alors, le bain syrien, à l'époque médiévale, est plus proche de ce qu'on se représente comme le hammam, puisque c'est un bain à vapeur. C'est ce que n'est pas le bain égyptien, en revanche. Alors, le bain syrien est composé d'une salle de déshabillage, le maslah, et hormis les latrines et de 3 salles allant du tiède au très chaud, donc on n'a pas de frigidarium dans les hammams, on a une salle tiède, une salle chaude ensuite, et puis on a des locaux techniques où sont situés les chaudières et les réservoirs. Alors, dans le bain syrien, il s'agit d'une chaleur humide générée par une projection de vapeur dans le hammam. Comme l'a expliqué Thibaut Fournier, on a trouvé en Syrie du Nord des bains byzantins réaménagés à l'époque omeyyade de manière à y introduire de la vapeur. En Égypte, en revanche, nous avons un chaînon manquant entre les débuts de la période arabe, pour laquelle nous avons des textes, comme j'ai dit tout à l'heure, attestant de l'existence des bains dès les premiers établissements des Arabes à Fustat, mais dont les descriptions sont très pauvres. Et la période toulounide, donc entre cette première période et la période toulounide, on a un chaînon manquant. Pour la période toulounide, nous avons quelques attestations archéologiques. Donc la période toulounide, c'est le 9e siècle. Puis à nouveau, un chaînon manquant pour quelques siècles. Ensuite, à partir de l'époque mamelouk, c'est-à-dire 13e, 15e, et plus encore pour l'époque ottomane, 16e, 18e, 19e, pour laquelle un survey a été fait par Michel Tucherer et Hassan Eddine Ismail dans la province égyptienne, nous avons maintes attestations d'un type de hammam spécifique à l'Égypte, où l'eau chauffée dans des chaudrons sont disposées sur le toit du hammam, puis tombent par gravitation dans des baignoires. C'est cette eau chaude qui chauffe les pièces. Donc il n'y a pas d'introduction de vapeur, contrairement à ce qui se passe en Syrie. C'est de l'eau qui tombe du toit, il y a des chaudrons d'eau sur le toit, cette eau est chauffée, elle tombe par des tuyaux dans les baignoires, et c'est cette eau chaude qui tombe, qui bouillonne, et qui fait un peu de vapeur, mais ce n'est pas du pain à vapeur strictement parlé, et c'est ça qui génère de la chaleur dans les bains égyptiens. Donc c'est un modèle assez différent au niveau technologique. Ce bain n'a rien à voir donc, avec les précédents, mais nous ne connaissons pas les raisons de cette rupture technologique.
il nous reste un ou plusieurs chaînons manquants. Alors malgré tout, l'histoire du bain collectif s'est enrichie grâce à la lecture des textes, et cette étude nous permet de comprendre, sur la longue durée, la présence du bain dans les villes, comme va vous le présenter Bérengère Redon. Les édifices balnéaires ont souvent représenté des points de repère dans les villes, que ce soit dans les villes antiques, les villes médiévales ou modernes. Je cite ainsi deux papyrus que vous avez à l'écran, datés des 1er et 3e siècles après Jésus-Christ, dans lesquels l'expéditeur envoie des instructions pour que sa lettre soit portée à bonne destination dans la ville d'Alexandrie. Je lis « Instruction. Depuis la porte de la Lune, marche jusqu'au grenier, et quand tu seras arrivé à la première rue, tourne à gauche derrière les thermes et va à l'ouest, etc. Indication. Va au quartier de Bérénicianus, en face du Nanaïon, à l'emplacement du bain Claudien, où il y a à présent la maison des Julii. Dans ces deux exemples, les bains sont des édifices remarquables de la ville d'Alexandrie, au point même que des bains disparus, le bain Claudien du deuxième exemple, servent toujours de point de repère. Toutefois, nos travaux ont montré qu'il n'en avait pas toujours été ainsi et que les bains occupent, suivant les époques et les contrées, une place dans les villes qui évoluent. À l'époque grecque, les bains sont des édifices de petite taille. Vous le voyez sur cette diapositive qui reprend 3 plans, le plan d'un bain grec, d'un bain romain et d'un hammam. Les bains grecs sont des édifices petits. Par ailleurs, ils n'appartiennent pas à la puissance publique et sont au contraire presque tous de propriété privée. Ce sont donc avant tout des édifices utilitaires dans lesquels on venait se baigner. Certes, il s'agissait aussi de lieux de sociabilité et de disputes à l'occasion, mais jamais ils n'ont occupé de rôle politique que la puissance publique, les élites ou d'autres groupes auraient pu investir. Leur localisation dans les villes grecques s'en ressent, puisqu'ils sont bien souvent confinés aux périphéries des agglomérations ou alors le long de voies de communication près des entrées des villes ou des grandes voies. On le voit particulièrement bien ici, sur cette photo satellite de la petite ville de Bouto, dans le delta égyptien, où les 5 bains que la ville comprend au 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ sont tous localisés à la périphérie et près des entrées de la ville, à part un bain situé à côté du grand temple de Bouto. C'est qu'il s'agit que ces édifices soient rentables et accueillent une clientèle nombreuse. À l'époque romaine, certains bains, les grands thermes impériaux présentés par Thibaut Fournet, deviennent des instruments aux mains des empereurs, des élites urbaines ou de grands personnages pour montrer leur magnificence et en finançant les travaux. Les villes elles-mêmes rivalisent pour se doter de grands édifices et gagner ainsi en romanité, exposer en même temps leur loyauté à l'empereur. Leurs façades deviennent grandioses, les bains s'exposent, deviennent des éléments structurants des grandes métropoles. On le voit bien, par exemple, sur cette vue du centre-ville de Bosra, dont Thibaut vous a parlé tout à l'heure, en Syrie du Sud. 2 grands édifices de bains se font face, de part et d'autre de l'une des voies principales de la ville. On le voit, ils occupent des îlots entiers et leurs façades à colonnades sont insérées dans les colonnades des rues avoisinantes. Sur cette autre diapo, les propylées des bains de Palmyre, dont on a vu dans l'exposé précédent plusieurs photos, montrent aussi l'ampleur prise par ces édifices de bains et le soin que l'on donne à leurs entrées, où parfois sont rappelés sur des inscriptions les noms des généreux fondateurs des édifices. Par exemple ici, à Pamé, sur cette carte, les thermes fondés par un personnage nommé Agrippa portent le nom de leur fondateur sur leur façade. Les édifices donc se multiplient dans les villes jusqu'au sein des quartiers. Les grandes villes en comptent plusieurs centaines, ainsi Rome, Constantinople ou encore Alexandrie. Ce sont des lieux de rassemblement, voire d'identité pour les habitants de ces quartiers, ainsi que l'a montré Catherine Saliou à propos de l'exemple des bains d'Antioche sur l'Oronte. Je cite l'éloge d'Antioche de l'auteur Libanios. Aussi bien chaque quartier de la cité s'enorgueillit des parures de ces bains dus aux particuliers, supérieurs à leur appellation. Et la rivalité est grande entre les gens des quartiers pour que chacun ait le plus beau bain. Quant aux édifices impériaux ou municipaux, qui sont bien moins nombreux, on en dénombre ainsi 8 à Constantinople, 11 à Antioche et à Rome, au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Ils sont investis d'un rôle spécial et sont porteurs d'un message envers les habitants de la ville et les voyageurs. Ils sont donc systématiquement construits au cœur des villes, comme on le voit ici sur le plan de la ville d'Antioche, près des centres de pouvoir. À l'époque médiévale, les édifices sont, au départ en tout cas, plus petits. Et Sylvie a rappelé l'anecdote du fameux hammam du Rat. Ces édifices prennent toutefois de l'ampleur au cours du temps, jusqu'à l'époque ottomane, et ils peuvent occuper des surfaces importantes, au même titre que les bains romains.
Leur succès est grand et la carte du Caire au XVe siècle montre à quel point les hammams font partie intrinsèque du tissu urbain. C'est également le cas dans la ville d'Alep. Vous voyez ici une carte. Et Valentine Denisot résume bien ce succès. Le hammam s'intègre parfaitement à la charpente institutionnelle, juridique et sociale des centres urbains. Dans sa forme, dans son statut légal, comme dans son utilisation, le bain public a évolué pour devenir un pur produit de ces villes. À Alep, Damas et Le Caire, il est un équipement majeur de la vie citadine et par là, il devient l'un des leviers du développement urbain. En effet, chaque personnage important, chaque émir, calife, membre de l'élite, en va de sa construction de hammam. Aux côtés des lieux de pouvoir, comme les citadelles ou les palais, ils construisent aussi et investissent dans des équipements urbains qui rapportent des édifices commerciaux, des habitats collectifs et locatifs, mais aussi des hammams, ce qui leur permet également de gagner les faveurs de la population. Les hammams sont souvent gérés par le système de waqf ou de biens-fonds et leur revenu est consacré au financement d'œuvres pieuses. Les bâtiments ne sont donc pas à proprement parler des lieux de pouvoir, ce sont des édifices de rapport, ceux qui se manifestent dans leur apparence extérieure. On le voit ici, un retour en arrière semble s'opérer après la période romaine où le bain s'affichait dans l'espace public. Au contraire, l'entrée des hammams est souvent discrète sur la rue, ainsi qu'on le voit sur ce diaporama qui présente des portes, des entrées de hammam au Caire, à Alep, Hama, Damas, Erbil et Sanaa. Entrons maintenant dans les hammams et voyons avec Sylvie Denoy une étude plus particulière des pratiques du hammam, du licite et de l'illicite. Un bain public, comme on le sait, entre de l'eau qui peut être chauffée pour que des femmes et des hommes se lavent en commun par genre. Sauf dans certaines cultures, comme au Japon, où la mixité dans la nudité ne pose pas de problème. C'est donc un lieu de soins du corps, soins hygiéniques et même soins thérapeutiques. Un lieu où plusieurs personnes sont ensemble, plus ou moins dénudées, pour s'occuper de leur corps, chacun pour soi, ou pour s'occuper du corps de l'autre, dans un rapport ancillaire ou ludique. Alors on ne s'étonnera pas que ce lieu ait fait l'objet de discours normatifs. Et jusqu'à aujourd'hui, donc ça c'est le numéro de Libé d'hier, donc de discours normatifs, c'est-à-dire que des gens vont dire ce qui est bien, vont être pour la promotion du bien et pour le pourchat du mal. Et là, on a l'exemple d'une dame égyptienne qui est une productrice télé. Donc oui, c'est les deux pages. Donc cette dame a pensé que c'était une bonne idée de dire à la police égyptienne que dans tel hammam, il y avait des rencontres de gays. Et il y a eu une descente avec la police et cette cinéaste qui a donc filmé en direct la descente de police dans le hammam. C'était dans l'Ibé de hier. Donc je trouvais que c'était bien de vous montrer que ce lieu où les corps dénudés sont ensemble peut exciter la verve des gens qui disent ce qui est licite et illicite, par exemple des productrices de télé. Ou alors des fuqaha à l'époque médiévale. Donc les fuqaha sont des lettrés qui énoncent la norme et qui disent ce qui est bien et ce qui est mal. Et le hammam est le lieu de production décrit des fuqaha. Alors ces textes ont été analysés dès avant notre étude par Hussein Ben Khira. De la proscription totale du hammam, lieu de lucre et de perdition, surtout pour les femmes, à la tolérance encadrée par un dispositif de règles normatives, le discours sur le licite et l'illicite dans les hammams est connu. Alors dans notre ouvrage, Christopher Melkert a étudié la manière dont le bain public a été considéré dans le droit islamique. Alors il rappelle déjà que le christianisme a été méfiant vis-à-vis de ces lieux où dans l'Antiquité on avait exposé des corps dénudés en groupe et le christianisme a déjà donné des éléments d'interdiction pour les bains publics. Mais donc Christopher Melkert étudie les traditions prophétiques dans le cadre musulman. Alors certaines rapportent que le prophète de l'islam aurait dit que la terre entière pouvait être un lieu de prière, excepté certains lieux, les abattoirs, les cimetières et les bains. Alors certaines traditions expliquent que si le prophète s'est exprimé ainsi, c'est que les bains peuvent être fréquentés par des démons. Et pourquoi y a-t-il des démons dans les bains ? Eh bien, c'est bien évident, parce qu'on y expose ses parties intimes. Donc Christopher Melkert a repéré aussi des controverses parmi les musulmans. Ainsi, au 8e siècle, les fuqaha de Koufa et de Basra se sont disputés sur le sujet. Les uns, ceux de Koufa, pensaient que le bain était un lieu propice aux ablutions.
donc positif pour les musulmans. Mais les autres, les fuqaha de Basra, demandent au contraire qu'en sortant du hammam, on pratique des ablutions. Donc qu'on se purifie, signe que le bain était perçu comme un lieu de pollution. Alors les différentes écoles juridiques divergent. Alors vous savez que dans le monde musulman, il y a 4 écoles juridiques qui disent, dans cette époque de constitution du droit, quel va être le droit, et il y a des petites divergences selon les écoles juridiques. Et donc, ces écoles divergent. Si les Hanbalites, une de ces écoles, considèrent que la prière dans les hammams est impossible car il s'agit d'un lieu impur, ce n'est pas le cas des Chafiites, qui sont beaucoup plus ouverts quant à la pratique du hammam. Alors au final, notre collègue Christopher Melkert remarque que les tentatives des fuqaha d'interdire le hammam restèrent vaines et que c'est l'école juridique hanbalite qui tenta le plus longtemps de maintenir cette proscription. Mais finalement, le hammam a existé dans toutes les villes du monde musulman. On a un tas de textes d'historiens qui disent qu'une ville prospère ne peut pas exister s'il n'y a pas des souks et des hammams. Donc ces débats font écho à des controverses qui ont lieu à d'autres époques, jusqu'à très récemment. Dans l'Antiquité aussi, la pratique du bain collectif a pu faire débat, et jusqu'à nos jours, on vient de le voir. Alors si le bain collectif a parfois été proscrit par les fuqaha, il a pu au contraire être recommandé par un autre corps de métier, les médecins. En effet, le bain thérapeutique a été pratiqué par les médecins arabes. Alors à cette époque, la médecine arabe, comme la thérapeutique européenne d'ailleurs, est un héritage de la médecine grecque antique, particulièrement de Galien, et le paradigme des humeurs est le cadre théorique de cette médecine. Donc il y a des grandes catégories qui sont le chaud, le froid, le sec et l'humide, et qui s'opposent 2 à 2. Donc vous pouvez avoir le chaud sec, le chaud humide, le froid sec, le froid humide. Et donc ça correspond aux éléments, aux saisons, et pour ce qui nous intéresse ici, aux humeurs. Alors la bile jaune, la bile noire ou la trabile, le sang ou le flegme, la pituite sont les 4 humeurs. Et donc la santé, c'est l'état d'équilibre entre les humeurs, et la maladie, c'est une rupture de cet équilibre. Donc la thérapeutique, c'est le rétablissement, il faut œuvrer au rétablissement de l'équilibre humoral. On comprend alors que le hammam, où on a à la fois du chaud ou du moins chaud et de l'humide ou du moins humide, soit le cadre idéal pour développer une thérapeutique de ce genre. Et donc, on a eu des traités médicaux, surtout à l'époque mamelouk et ottomane, qui racontent comment on peut se soigner grâce à certaines pratiques dans le hammam. Alors, qui sont agrémentées d'un certain nombre de choses. Si vous avez tel type de maladie, vous vous tapotez avec de l'eau de rose sous les aisselles et vous allez guérir. Voilà, il y a un tas de recettes qui sont très intéressantes pour comprendre comment on doit rétablir cet équilibre des humeurs. Alors, on a aussi d'autres textes, les textes des voyageurs européens, comme le Vénitien Prosper Alpin, qui est installé en Égypte à la fin du XVIe siècle et qui a témoigné de cette pratique du bain thérapeutique. Il écrit « Ce peuple utilise les bains pour la beauté des corps, pour préserver de beaucoup de maux venant d'un excès d'humeur, et enfin pour faire cesser, lorsqu'elles se sont déjà déclarées, des maladies nombreuses et variées. » Alors, il écrit que le hammam est le lieu où les Égyptiens pratiquent sudation et friction pour provoquer les évacuations et fortifier les parties de leur corps. Alors, la thérapeutique est abordée. Pour lui, il pense que le bain est efficace pour soigner un tas de maladies de peau, des problèmes hépatiques, la pléthore sanguine. Je cite, « Ils en font usage contre toutes les fièvres éphémères causées par la chaleur, le froid, la sécheresse, contre les fièvres infectieuses nées d'un excès de sang ou de bile amère et brûlée, contre les fièvres hectiques et contre toutes les inflammations nées de la trabile, contre diverses maladies de la peau et le mal vénérien. » Donc Prosper Alpin donne le détail de recettes pratiquées dans les bains par les Égyptiens pour lutter contre ces maux. Alors le principe fondamental est de garder la santé, donc en évitant tout déséquilibre humoral. Les soins consistent, je l'ai dit, à rétablir cet équilibre, et donc le hammam est le lieu idéal pour cela, puisque on peut y pratiquer cette thérapeutique. Alors Prosper Alpin a conscience que c'est aussi par plaisir qu'on va au bain, et par souci de beauté que l'on fréquente les hammams. Et la toilette intime des Égyptiennes y est détaillée. Aussi, les Égyptiens prennent-ils très souvent des bains pour nettoyer le corps. C'est surtout le cas des femmes qui se soucient plus que les hommes de se rendre belles en faisant disparaître leur poussière et odeur pour se faire plus chérir de leur mari. Elles se baignent très souvent, se lavent et se couvrent ensuite de parfums divers pour sentir bon grâce aux onguents. Tout le soin que les Italiennes et les femmes de beaucoup de pays apportent à leurs cheveux et à leur visage, les Égyptiennes le donnent à leur partie cachée de leur corps. Par contre, elles négligent complètement leurs cheveux, qu'elles enferment selon l'usage du pays dans un sac de soie. Au bain, c'est leur partie cachée qu'elles donnent tous leurs soins.
Elle commence par les laver, puis elle les épile pour les porter toujours glabres. Après les avoir lavés et épilés, ces parties de leur corps, elle les agrémente avec des parfums variés. Donc on a 1000 pages plus réjouissantes les unes que les autres dans Prosper Alpin, et notamment sur les techniques qui amènent à prendre du poids, à prendre de l'embonpoint pour être plus belle encore, et qu'on consiste à manger divers mets dans le hammam. Alors les textes produits dans les différentes cultures sur le bain collectif sont donc l'occasion, on le voit là, de comprendre les représentations que l'on s'est faites du rapport au corps. Alors ici, l'étude a porté sur 2 systèmes normatifs, le discours religieux et les traités des médecins. Mais les représentations sont aussi étudiées pour le monde contemporain. Donc nous avons 2 collègues, Gilles Butch et Federica Tamorozzi, qui ont montré l'évolution du rapport à l'eau qui s'était développée tout au long de l'histoire, depuis l'eau porteuse de miasmes qu'il fallait fuir, jusqu'à celle offrant sa pureté régénératrice. La richesse extraordinaire du patrimoine balnéaire en Orient. Je vous rappelle que nous avons inventorié 504 bâtiments. En réalité, le calcul est faux et le nombre s'accroît, puisque par exemple, je ne cite que 2 bâtiments. Bérengère Redon et son équipe ont trouvé dans le désert oriental d'Égypte un bain de forteresse à Bir Samout, et que Thibaut Fournet est actuellement dans l'équipe qui a trouvé et qui est en train de fouiller donc des bains à Petra. Et donc, poursuivre l'inventaire, renforcer l'inventaire est une manière de contrebalancer la fragilité d'un patrimoine qui est menacé par l'urbanisation, la modernisation ou encore les conflits. Deuxièmement, l'enquête, évidemment, n'est pas terminée et l'ouverture chronologique et géographique semble nécessaire. D'une part, parce que l'époque contemporaine, que nous n'avions qu'à peine abordée, pose un problème intéressant. Vous savez que partout, y compris au Proche-Orient, se multiplie le phénomène des spas qui se présentent comme les héritiers légitimes de la tradition des hammams, alors qu'en réalité, ils en constituent la négation. Deuxièmement, il faut également aussi une ouverture spatiale qui soit transméditerranéenne. La formidable distribution géographique du bain collectif en fait un instrument d'études privilégiées pour observer la diffusion des pratiques, des comportements, des représentations au sein de toutes les sociétés qui se sont développées en Méditerranée. Je pense qu'il nous reste quelques minutes pour d'éventuelles questions. 15 minutes pour les questions, c'est génial. Merci. Allô? Ça marche pas? Non, mais parlez. Moi, je voudrais savoir, c'est par rapport aux matières premières qui permettaient d'alimenter ces bains. Voilà, parce qu'on a vu des bains qui sont dans des paysages assez désertiques, et les bains romains, par exemple, il semblerait qu'il faille des quantités astronomiques de bois pour pouvoir chauffer tout ça. Donc, je voulais savoir si vous avez des données à nous donner, et si justement ces quantités de bois ou d'autres choses qu'il fallait utiliser pour chauffer ont influé sur l'évolution des techniques. Alors, ça tombe très bien. On s'était dit ça, on ne le met pas dans la conférence parce qu'on va nous le poser en question. Donc, on a même prévu des images. C'était pas calculé, hein, pourtant. Donc, effectivement, le fonctionnement de ces édifices thermaux, et encore plus à l'époque romaine impériale où ils prennent des proportions inédites, demande à la fois du combustible et également de l'eau. Donc là, je vais vous répondre plutôt sur le combustible. Ça a été une des questions qu'on avait au départ. Effectivement, dans des milieux arides, semi-arides, comment on fait pour chauffer de telles quantités d'eau et de tels espaces? Donc on a heureusement dans l'équipe une archéobotaniste,
Je sais très bien, Charlène Bouchot, qui a, sur différents prélèvements qu'on a fait lors de fouilles, nos propres fouilles ou les fouilles de collègues qui ont été sollicités ou qui eux-mêmes ont demandé à ce qu'on prélève les sédiments retrouvés dans la fouille des cendriers. Les cendriers sont ces espaces dans lesquels les foyers, au fur et à mesure qu'on les fait fonctionner, on y mettait toutes les cendres et tous les résidus de chauffage. Donc ces résidus ont été étudiés par Charlène, qui a pu, par des analyses, identifier toutes les essences qui étaient utilisées pour chauffer les bains. Et là, il y a plusieurs résultats, en particulier l'usage très fréquent dans ces régions-là du noyau d'olive. Alors quand on dit noyau d'olive, en fait, ce sont les résidus de la fabrication de l'huile d'olive. Donc je dois avoir une image là-dessus, je ne sais pas exactement où elle est, donc je vais en passer quelques-unes, je suis désolé. Vous voyez, il y a plein d'autres réponses à d'autres questions. Voilà, c'est là. Voilà, donc ici sur la droite, on voit qu'encore actuellement, ces résidus de la presse des olives pour la fabrication de l'huile sont utilisés comme combustible, comme briquettes, comme boules ici, et permettaient d'alimenter les foyers. On a d'autres résidus. Alors pour l'Égypte, il y a beaucoup de roseaux. Et c'est là que l'archéologie rejoint les textes, où on a également mention dans les papyrus d'époque hellénistique et même romaine, mention de ces combustibles. Et l'archéologie a permis également de découvrir en Syrie du Sud, à l'époque byzantine, un matériau complètement inédit, un combustible complètement inédit, en l'occurrence des résidus de boucherie. Dans les Thermes du Sud, à Bosra, où on a travaillé avec un archéozoologue, Sébastien Lepet, les prélèvements qu'on a fait au niveau du cendrier d'une des chaudières principales de l'État byzantin des grands thermes du centre étaient constitués en fait quasiment exclusivement de petits morceaux d'os calcinés. On les a ici sur la photo en haut à gauche, et qui montrent très clairement, par l'étude archéozoologique de ces restes, que toutes ces petites tous ces petits fragments d'os proviennent quasiment exclusivement de têtes et un petit peu de pattes de moutons ou de chèvres, de moutons-chèvres, catégorie chère aux archéozoologues. Et que ces éléments d'os sont calcinés. Ça veut dire qu'ils portent les traces vraiment de température extrêmement forte. Ils sont blancs, ils ont un bruit métallique quand on les fait tomber. Ils ont vraiment été portés à très haute température. Et ça montre très clairement, et sans aucun doute, que les foyers de ces grands thermes étaient, en tout cas à l'époque byzantine et à ce moment-là, alimentés par des résidus de boucherie. Ça veut dire que dans un abattage un petit peu industriel, tel qu'on peut le restituer à Bosra, toutes les parties les moins charnues étaient livrées au bain pour être brûlées. Et alors, il y a des études qui ont été faites sur les qualités de combustible de ces eaux, qui peut paraître surprenant. Et en fait, effectivement, comme c'est encore chargé d'une partie du gras de la peau, etc., et un petit peu de muscle, c'est parfait pour alimenter un foyer. Pas pour lancer une grande flambée, mais pour alimenter un foyer. Et c'est exactement ce qu'il faut dans les bains. Il faut alimenter pendant très longtemps plusieurs foyers. C'est parfait. Alors du coup, on s'est posé la question, est-ce que c'est entièrement inédit ou pas? Et on a retrouvé d'autres attestations possibles de ce type de combustible, en Italie en particulier, où des restes osseux n'avaient pas été compris dans des bains. Là, je pense qu'on a une explication. Et également des textes d'époque médiévale et ottomane, en particulier à Alep, où on voit qu'il y a des relations très claires entre les abattoirs et les bains, au niveau des relations économiques et les ordures. Et voilà. Et tout ça intervient dans une chaîne un petit peu à l'échelle urbaine de recyclage et de récupération des ordures urbaines pour alimenter ces édifices-là. De même que les cendres... Mais non, c'est pas du tout terminé. Bon, on se dépêche. Et juste pour dire que toutes les cendres issues de ces foyers, en retour, étaient utilisées par énormément de gens pour faire des mortiers, etc. On n'a pas le temps du tout pour une dernière question? Si, une petite question. Non, moi, c'est bon. On conclut. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, oui. Et le livre sera présent. Donc, cette recherche a été éditée dans plusieurs livres, dont un ici qui est en 4 volumes, mais il y en avait eu un autre avant, édité par l'IFAO et l'IFPO, donc une coopération entre 2 instituts, et il sera en vente à la librairie de Lima à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup.